Bonsoir, mesdames, messieurs. Je suis heureux de vous accueillir au nom de l'Académie royale belge de médecine dans le cadre du Collège de Belgique. Donc au premier des 4 cours consacrés aux progrès récents en don et transplantation d'organes, en médecine régénérative et en reproduction humaine. Et l'originalité de ce cycle consiste à donner successivement la parole à un expert du sujet retenu et un éthicien pour faire une analyse critique du sujet scientifique. Et ce mardi 1er octobre, nous entendrons successivement le professeur Fouaddard et le professeur Ravez. Jean-Michel Fouaddard nous donnera sa vision personnelle au sujet de l'évolution des idées et des pratiques en reproduction humaine. Vous avez vu le titre, Nouvelle parentalité, le meilleur des mondes, fantasme d'hier, réalité de demain. Il n'a pas besoin d'une longue présentation, mais vous serez intéressé par un bref rappel de sa carrière médicale et scientifique extrêmement riche. Docteur en médecine de l'Université de Liège, spécialiste en gynécologie et obstétrique, agrégé d'enseignement supérieur. Il fut professeur invité dans plusieurs universités américaines, françaises, finlandaises. Il a enseigné à Liège la biologie cellulaire, avant d'être nommé professeur ordinaire et titulaire de la chaire d'obstétrique et de gynécologie. Puis il a été président du groupe interdisciplinaire de génomique et protéomique. Sa recherche concerne la santé féminine et le cancer. Ses travaux ont fait l'objet d'un nombre impressionnant de citations dans la littérature scientifique. Vous avez un index H qui doit crever tous les plafonds. Il est membre du bureau et du comité directeur de nombreuses sociétés scientifiques, nationales, internationales, titulaire de la chaire Franqui, et il a reçu à juste titre de nombreux prix et distinctions. Avec divers collègues de l'Université de Liège, il a développé un réseau de spin-off en biotechnologie et en pharmacie, dont Mitra est la figure emblématique. Et j'ai lu aujourd'hui dans la presse les développements récents. Depuis 2017, il est également secrétaire perpétuel très dynamique de l'Académie royale de médecine de Belgique. Alors je vais peut-être dans la foulée présenter M. Ravez, comme ça il n'y aura pas d'interruption. Il est licencié en philosophie de l'UCL, docteur en philosophie de l'Université de Namur. Ses domaines principaux de recherche et d'action sont l'éthique des soins de santé, l'éthique clinique, y compris dans les pays du Sud, la philosophie des sciences humaines. Et parmi ses diverses responsabilités, je relève qu'il est membre du Comité national de bioéthique, consultatif national de bioéthique, de la Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro, de l'Association européenne des sciences d'éthique médicale et du comité de rédaction du Journal international de bioéthique. Le professeur Ravez est l'auteur ou co-auteur de plusieurs livres sur le sujet de ce soir. En voici 3 qui confirment qu'il sera l'orateur de choix pour équilibrer la conférence du professeur Fouaddard. Tout d'abord, Les amours auscultés, publié en 2006, et sur la carte de couverture, j'ai retenu ceci: alors que nous les voulions fécondes, il arrive que nos amours restent stériles. Le ciel serein s'obscurcit alors brutalement, gâchant le bonheur d'un couple que rien ne semblait pouvoir contrarier. La médecine peut aujourd'hui soulager cette souffrance de la stérilité grâce à ce qu'on a coutume d'appeler l'assistance médicale à la procréation. Bien que relativement efficaces, ces nouvelles pratiques procréatives sont la cible de nombreuses critiques, souvent à caractère éthique. Un deuxième livre s'appelle « La maternité autrement », publié en 2013. J'ouvre les guillemets, un bébé pour une autre, un bébé toute seule, un bébé avec une autre femme. Dernier livre que j'ai retenu, La médecine autrement, publié en 2011, pour une éthique de la subjectivité médicale. Monsieur Fouaddard, vous avez la parole. Voilà, Monsieur Hoth, merci beaucoup de cette très aimable introduction. Comme l'auditoire est relativement parsemé, je vous propose d'avoir quelque chose qui soit interactif et que si vous souhaitez à un moment donné m'interrompre pour l'une ou l'autre question, n'hésitez pas, j'ai toujours détesté les présentations purement académiques et très
théorique, et avec mes étudiants, j'ai toujours préféré avoir également un contact direct, même en cours d'intervention. Les sciences médicales, certainement, contribuent à façonner nos sociétés, mais elles ne sont pas un long fleuve tranquille et elles n'évoluent pas simplement par une acquisition annuelle, régulière, progressive des connaissances. Il y a des bons qui, à un moment donné, émergent et font passer un saut, un peu comme une cascade qui descend par étapes. Eh bien, j'ai repris quelques éléments de l'histoire de la médecine, comme par exemple la découverte par Pasteur des micro-organismes, la fondation de l'immunologie par Jules Bordet, qui était un élève de Pasteur et qui a travaillé à Paris avec Pasteur et Metchnikoff et qui est revenu à Bruxelles et dont nous célébrons cette année le 100e anniversaire de l'octroi du prix Nobel. Et puis j'ai cité dans la foulée également le modèle de la double hélice de l'ADN, et c'est la première fois que Watson et Crick parvenaient à élucider la structure de l'ADN et à démontrer qu'ils étaient le siège moléculaire des gènes et donc de l'hérédité. Et finalement, cette jeune femme, qui vient d'être nommée par notre Académie de médecine, très récemment, au mois de janvier, membre de notre Académie de médecine, cette séduisante jeune femme s'appelle Mademoiselle Charpentier. Et qu'est-ce qu'elle a fait, Mademoiselle Charpentier? Eh bien, elle a mis au point des ciseaux moléculaires qui permettent d'aller couper l'ADN, d'aller, en cas de mutation, enlever un gène anormal et de le remplacer par le gène normal. C'est une prouesse tout à fait extraordinaire qui est de nature à modifier considérablement l'avenir de l'humanité. Je pense que l'Académie de médecine de Belgique a recommandé à l'Académie suédoise qui attribue le prix Nobel, l'octroi du prix Nobel à Emmanuel Charpentier. Donc, nous façonnons, nous médecins et surtout les chercheurs, progressivement la société et notamment la structure sociétale de la famille. La famille traditionnelle est en train d'évoluer pour toute une série de raisons, mais les raisons médicales qui impactent considérablement la conception occidentale de la famille sont certainement un des paramètres importants. Et j'ai appelé cela la révolution sociétale copernicienne, qui survient avec Louise Brown le 28 juillet 1978. C'est un tournant capital dans l'histoire de la médecine de la reproduction. En fait, Patrick Steptoe et Robert Edwards, dont on voit ici qu'ils vont chercher leur prix Nobel en Suède, sont les parents de ce premier bébé éprouvette qui avait été considéré comme une utopie absolue par Aldous Huxley dans son célèbre traité Le meilleur des mondes. C'est cette espèce d'utopie qu'avait créé Aldous Huxley en 1931. Et 15 ans plus tard, il disait avec quelque effroi « J'étais persuadé qu'il faudrait 500-600 ans pour que dans l'avenir, éventuellement, mon fantasme, mon utopie, ma dystopie soit quelque chose de réel. » Eh bien, moi je crains que malheureusement cette horreur puisse s'abattre sur nous dans le délai d'un siècle. Je pense personnellement qu'on n'est pas encore dans un délai d'un siècle depuis 1931, mais on arrive déjà à une partie très significative des fantasmes d'Aldous Huxley. Les questions de greffe, puisqu'il est question de greffe et de dons de cellules, de dons d'organes, ont commencé en fait dans le Tennessee et dans l'Ohio et à Tokyo par la découverte de la possibilité de congeler des gamètes et plus particulièrement de congeler les spermatozoïdes. C'était la première fois que l'on pouvait mettre des cellules vivantes dans de l'azote liquide, trouver le système de les congeler puis de les décongeler et ainsi de pouvoir garder du sperme très longtemps. Il n'a pas fallu longtemps pour que soient élaborées les premières banques de sperme de manière à pouvoir guérir l'infertilité masculine par don d'organes. Alors tout ceci a créé rapidement en France et en Belgique la création de banques de sperme qu'on appelle en France des sécos, et les premières législations garantissaient aux donneurs de sperme l'anonymat des dons de sperme. La personne receveuse qui recevait une insémination à l'aide de ces paillettes, voilà la paillette que vous voyez au milieu, qui contient moins évidemment d'un millilitre de sperme, qui est replacée directement dans l'utérus, eh bien,
la receveuse n'a aucune connaissance, évidemment, du nom du donneur. Mais on a vu apparaître au cours des dernières décennies la quête désespérée d'un certain nombre de ces enfants nés dans des suites de ces procréations artificielles, de ces inséminations, et notamment ce sont les traités, les livres d'Arthur Kerma-Welsen, Charlotte Rothman et Vincent Brest qui ont amené finalement la modification de la législation française. Et actuellement, comme vous le savez, la France vient de légiférer sur la suppression de l'anonymat du don de sperme, avec la conséquence ahurissante, c'est que dorénavant, les enfants peuvent venir trouver leur papa, comme c'est l'histoire de Vincent Brest, qui le soir de Noël va trouver son papa et dit « Coucou papa, c'est moi, je suis ton fils ». C'est un peu ahurissant parce que le don de sperme était, au moment où il était effectué, un don tout à fait anonyme. Et puis finalement, ça pose de grands problèmes vis-à-vis de la filiation. Des excès, il y en a eu de tout temps. La médecine se veut essentiellement honnête, caritative et généreuse et remplie d'empathie pour les personnes qui souffrent. Mais à côté de cela, il y a des vautours, des requins, des personnes qui sont extrêmement désagréable et il n'a pas fallu longtemps pour qu'on trouve des banques commerciales avec notamment la possibilité de donner des inséminations à partir de sperme de prix Nobel. Et il y a quelques 230 bébés qui sont issus d'une banque de sperme destinée à recevoir les gamètes de ces génies, qui a été créée par un milliardaire californien en 1982 et évidemment tout ça procède plus du fantasme que de la réalité, parce que l'intelligence et les caractéristiques d'un individu sont beaucoup plus la conséquence de son apprentissage que de son ADN. Alors, au fond, qu'est-ce que ce dont nous allons discuter aujourd'hui tourne autour de la fécondation. La fécondation naturelle se passe dans le tiers externe de la trompe, quand des spermatozoïdes ont pénétré à travers le col de l'utérus pour rencontrer un ovule qui est pondu par l'ovaire et qui est repris dans la trompe. Cette fécondation dans le tiers externe de la trompe est suivie d'une migration de cet ovule fécondé, de ce jeune embryon, qui se développe très rapidement et qui forme un certain nombre de cellules pour arriver au stade blastocyste, comme vous pouvez le voir, au 6e jour qui suit la fécondation, et c'est à ce moment qu'il va s'implanter. Quand il y a un processus quelconque qui empêche ou qui empêche l'ovulation, ou qui altère la qualité de l'ovule, ou qui altère la qualité des spermatozoïdes, la rencontre ne se fait pas spontanément, et les techniques de procréation médicale ont pour vocation, au sein d'un couple hétérosexuel et de gens mariés initialement, avaient pour vocation de permettre la rencontre dans une éprouvette de ces spermatozoïdes et de ces ovules. Alors, comment est-ce que la technique a été réalisée? Eh bien, initialement, on provoquait des stimulations ovariennes très importantes pour avoir un grand nombre d'ovules. Et ça, c'est déjà pas très bon, parce que les fruits mûrissent normalement et la fécondation se fait avec un ovule qui est le seul à être pondu. Parfois, il y en a deux, mais il n'y en a pas 10, 15, 20. Et les hyperstimulations ovariennes peuvent être délétères et dangereuses. On collecte un certain nombre d'ovules par voie vaginale et puis on les met en contact dans une éprouvette avec des ovocytes, avec des spermatozoïdes. Et vous voyez qu'on met à peu près un ovule et 75 000 spermatozoïdes. Et un seul de ces spermatozoïdes va féconder l'ovule, qui devient un embryon avec un certain nombre de cellules. Et au bout de 3 jours, au stade morula, ou bien au bout de 5 jours au stade blastula, on va les reprélever, les mettre dans une petite paillette et les placer à travers le col de l'utérus, les replacer. Et le nombre d'embryons qu'on va pouvoir replacer va dépendre de toute une série de critères qui sont très importants à prendre en compte pour éviter évidemment les superfécondations et d'avoir des grossesses multiples de 6-7 enfants. Alors évidemment, on a très vite compris qu'on pouvait non seulement congeler les spermatozoïdes, mais qu'on pouvait également congeler des embryons. Et c'est ce qui est représenté dans le panel central. Là, on a un embryon qui est congelé.
Et on a très vite compris qu'il y avait un grand nombre d'embryons qui pouvaient être congelés, et ça pose un problème éthique, évidemment. Qu'est-ce qu'on fait? Et quel est le statut de ces embryons non réimplantés? Qu'est-ce qu'on fait? Quel est leur devenir? Certains ont voulu les utiliser pour la recherche, d'autres pour faire des dons d'embryons, et la plupart des parents sont très réticents à donner leurs embryons pour la recherche ou pour des applications de dons d'embryons à leur propre matériel génétique et leurs propres enfants à d'autres couples infertiles, avec la question qui reste en suspens: quel est le devenir à long terme de ces embryons congelés? Alors, l'infertilité, elle est souvent mixte. Vous avez à peu près un tiers des personnes qui ont des couples qui ont une infertilité féminine, un tiers qui ont une infertilité masculine, et puis un tiers qui ont une infertilité liée à la fois à un problème chez les deux parents, avec environ 20% de cas où il n'y a pas de problème objectif et médical qui puisse être réalisé. De nouveau, dans ces aspects-là, la psychologie est aussi très importante et ne doit pas être négligée. Très vite, la Belgique s'est déterminée comme un pays pionnier dans toutes ces techniques de procréation médicale, et c'est en Belgique, ici à la VUB, le professeur Van Sterteghem, qui est un de nos collègues de l'Académie flamande de médecine, qui a mis au point une technique qu'on appelle l'ICSI, qui permet d'aller sous microscope, prendre un ovule, cette grande cellule violette que vous voyez, et puis de passer à travers la paroi de cet ovule avec une micropipette et d'aller insérer un spermatozoïde et un seul spermatozoïde, déterminant ainsi une fécondation qui est réalisable avec des spermatozoïdes qui sont immobiles, qui sont anormaux et qui sont incapables de pénétrer, de migrer ou de pénétrer spontanément à travers les ovocytes. Ça a été véritablement une révolution. Alors, les personnes qui congèlent ont très rapidement adapté les méthodes à toutes ces cryopréservations. On sait actuellement, comme je vous l'ai dit, préserver des spermatozoïdes, on peut préserver des ovules, et on voit de plus en plus de jeunes femmes qui, afin de mener à bien leurs études, décident de congeler leurs ovules à 20 ans pour un jour développer leur vie professionnelle, acquérir leur maturité maximale pour leur maturité professionnelle maximale jusqu'à l'âge de 35 ou 40 ans, et puis, lorsqu'elles ont décidé un programme parental à un âge où leurs ovules sont vieillis, elles reviennent demander qu'on extrait de la cuve leurs ovules jeunes qui sont restés in vitro et puis de les féconder avec le partenaire qu'elles se sont choisis entre-temps. Est-ce que c'est du fantasme? À votre avis, combien d'unités, de dizaines, de centaines, de milliers de jeunes femmes en France, par exemple, ont recours actuellement à cette technique de sauvegarde de leurs ovules? À votre avis, c'est un phénomène accessoire, c'est du fantasme délirant d'académiciens? Non, c'est une réalité. Il y a des milliers de jeunes femmes. Il y a 3000 jeunes femmes qui ont congelé, à l'âge de 20 ans, leurs ovocytes, de manière à préserver leur potentiel de grossesse et à réaliser. Vous savez, c'est difficile, on devient médecin à 24 ans. Et puis, on fait, par exemple, la cancérologie ou l'oncologie. On arrive à 30 ans. Et puis, quand on a 30 ans, si on veut se marier, avoir des enfants, on doit mettre un frein sur sa carrière. Ah oui, mais c'est quand même mieux de créer l'ORTC, de devenir un chef de service d'une unité oncologique. Et à ce moment-là, on a 37, 38 ans, 40 ans. Et moi, je me souviens de cette dame qui vient me trouver, qui était l'épouse d'un de mes amis notaires, et qui, à 48 ans, vient me trouver et me dit « je voudrais bien faire un bébé ». Elle était quasi ménopausée, mais 48 ans, c'est un peu tard pour se réveiller, désirer sa grossesse. Si on avait congelé ses ovules, à 20 ans, on aurait pu reprendre ces ovules qui seraient restés dans des bonnes conditions. Et donc, on a toutes ces possibilités qui sont en soi très intéressantes techniquement, qui permettent certainement à la jeune femme de concilier
ses buts professionnels et sa vie professionnelle et sa vie personnelle, avec le gros problème lancinant du vieillissement physiologique des ovules, mais ça pose tout de même un problème de toutes ces cellules et de tous ces embryons qui sont congelés in vitro. Les problèmes sont donc des problèmes éthiques, sans parler des problèmes techniques, évidemment. Il est important d'assurer dans ces cuves une absence de contamination. Certaines patientes sont porteurs d'hépatite, de virus d'hépatite B ou C, ou du virus du sida, ou d'autres pathologies qui, évidemment, vont se disséminer dans les cuves. Ces virus subsistent très bien à la congélation et peuvent ainsi contaminer un grand nombre d'embryons ou de cellules. Et il importe d'assurer une stérilisation correcte et d'éviter de faire du grand n'importe quoi. Alors, on voit apparaître, à la fin des années 90, au début des années 2000, une nouvelle procédure qui est le don d'ovocytes. Les ovules sont très différents des spermatozoïdes. Vous naissez avec votre stock d'ovules et vous allez toute votre vie garder ce stock d'ovules jusqu'au moment où le coffre-fort, qu'on appelle l'ovaire, est devenu vide. Et au fond, une jeune fille naît avec son stock d'ovules. Ces ovules sont bloqués au stade diplotène de la première division méiotique, c'est-à-dire ce sont ces cellules qui sont déjà prêtes à mûrir et à s'accroître, qui sont dans l'ovaire et qui vont rester. Et à partir de la puberté, chaque mois, un certain nombre d'ovules vont mûrir. Un seul va devenir suffisamment mûr et grand pour permettre la fécondation. Et après à peu près 500 cycles, eh bien, le stock d'ovules qui était présent dans les deux ovaires va disparaître, va être épuisé, et à ce moment, c'est ce qu'on appelle la ménopause. Donc la ménopause est un phénomène endocrinien qui n'est que la conséquence de l'épuisement des ovules. Une dame de 45 ans a en fait des ovules de 46 ans. Elle a 45 ans plus à peu près 8 mois avant. Ce qui veut dire que, in utero, les ovocytes se développent et puis, tout au long de la vie, ils sont éventuellement soumis à toutes les agressions chimiques ou aux radiations électromagnétiques ou à toute une série de circonstances externes de l'environnement qui aboutissent à faire vieillir ces ovules. Et ça explique très bien pourquoi les ovules d'une personne jeune sont généralement de bonne qualité et pourquoi les ovules d'une personne plus âgés, à partir de 40 ans, sont des ovules qui donnent rarement naissance à une grossesse et à un enfant vivant. Et donc, on a imaginé de pouvoir, lorsqu'il y a un problème d'âge ou d'ovocytes de mauvaise qualité dans les techniques préalables de reproduction assistée, ou lorsque on a des jeunes femmes qui ont une défaillance ovarienne précoce, ce qu'on appelle des ménopauses précoces, qu'on voit apparaître parfois à l'âge de 25 ans, ou les maladies génétiques héréditaires, ou une mauvaise répartition des chromosomes dans les gonades, qui aboutissent à divers syndromes et d'anomalies de répartition des chromosomes et donc des gènes, eh bien, dans toutes ces conditions, on peut proposer au couple donneur, techniquement, de recourir à l'ovule sain d'une femme jeune, qui est une jeune femme qui va donner son ovule à une dame receveuse qui est plus âgée. Habituellement, on congèle d'abord le sperme du mari, et puis on prépare l'endomètre de la personne receveuse, on prépare cette muqueuse qui va permettre l'implantation de l'embryon à l'intérieur de l'utérus, on prélève les ovules de la personne donneuse, et c'est un geste qui n'est pas dénué de risque, et qui s'accompagne d'un certain pourcentage de complications. On décongèle le sperme du donneur, on féconde cet ovule jeune avec le sperme du mari, et puis on retransfère chez la receveuse cet embryon. Et ce sont à peu près 25 000 cas par an aux États-Unis, et un peu plus en Europe. Donc c'est une situation qui n'est pas du tout exceptionnelle. Et voilà les dons d'ovules en fonction de l'âge des patientes receveuses. Et vous voyez qu'à partir de 40 ans, la grande majorité des grossesses se réalisent à l'aide d'ovules de femmes jeunes par des dons de gamètes. En fait, si on regarde le taux de grossesse, le pourcentage de grossesse
avec des dons d'ovules, eh bien vous voyez que quel que soit l'âge de la personne qui reçoit ces ovules, eh bien l'ovule de qualité permet un taux de grossesse à peu près équivalent. L'utérus lui-même, la condition physique de la maman, jusqu'à un âge de 48 ans ou au-delà, permet sans problème de mener à bien une grossesse à condition que les gamètes soient de qualité. Par contre, quand on utilise les ovules vieillissants d'une personne de plus de 35 ans, eh bien on voit à partir de 34-35 ans s'infléchir la fertilité et le pourcentage de grossesse se réduire. Donc c'est vraiment l'ovule qui se détériore. Et les expériences qui ont été faites à la VUB par Van Stertegem ont montré que si on prend des embryons de femmes de 40 ans, eh bien, lorsque ces embryons sont faits avec des ovules issus d'une donation d'une femme de 20 ans, les chromosomes sont pratiquement toujours normaux, que quand on prend des embryons fécondés à partir d'ovules de femmes de 40 ans, eh bien, on en a à peu près 90% qui sont porteurs d'anomalies chromosomiques. Et c'est ce qu'on voit aussi dans ces deux graphiques qui montrent très bien, en fonction de l'âge des dames, vous voyez moins de 35 ans, 35 à 37, 38 à 40, 41 à 42 ou plus de 42, eh bien, on vous montre le pourcentage de retrieval, ce qui veut dire le pourcentage en rouge de possibilité de collecter des ovules. La plupart des femmes ont encore des ovules à l'âge de 42 ans ou plus. Ces ovules peuvent donner des embryons qui sont transférés, et vous voyez que le taux de transfert diminue avec l'âge, mais pas énormément. Ce qui diminue très fort, c'est le nombre de grossesses, en vert, et encore plus le nombre d'enfants nés vivants, en jaune. Et vous voyez qu'à partir de l'âge de 40 ans, le taux de grossesse diminue considérablement et le taux de naissance aussi. Et vous voyez, c'est la même chose ici, année après année, en fonction de l'âge des parents, de la maman. Le don d'ovules, c'est à condition d'utiliser des ovules de femmes jeunes, est en fait une méthode très efficace de procréation. On vous présente ici, en fonction du nombre de cycles qui ont été nécessaires pour obtenir une grossesse, que quelle que soit la raison, si on a dû donner un ovule à une dame parce que ses ovules étaient génétiquement anormaux, ou parce qu'elle avait une chimiothérapie pour une infection oncologique qui avait abouti à une disparition des ovules chez cette jeune femme atteinte d'un cancer, eh bien, ou s'il y a une ménopause précoce, eh bien, quelle que soit la condition, en moyenne, quand on a fait 4 fois une insémination avec ces embryons obtenus à partir d'ovules sains de femmes jeunes, on obtient une grossesse. Donc, les femmes gardent leur possibilité d'attendre famille très longtemps. Elles ont un système hormonal et elles ont une fonction placentaire, elles ont un utérus qui est tout à fait capable de mener à bien une grossesse. La seule chose qui soit défaillante, c'est le vieillissement de ces ovules. Qu'en est-il chez l'homme ? Eh bien, chez l'homme, on a prétendu très longtemps que l'homme était formidable, qu'il reforme ses spermatozoïdes tous les 3 mois, qu'il faut à peu près 100 jours pour créer un spermatozoïde, et puis encore à peu près 100 jours pour lui permettre de mûrir, mais que ce sont des cellules toujours jeunes, et que l'homme garde donc sa supériorité masculine. C'est du chauvinisme, il y a quand même un certain nombre d'altérations liées au vieillissement, et messieurs, si vous voulez assurer votre descendance, il est préférable d'assurer également votre reproduction à un âge où vous pourrez assurer des enfants de bonne qualité, mais aussi où vous pourrez être un papa pour ces enfants. C'est toujours un problème pour un médecin. Le médecin ne doit pas seulement être un commerçant qui vit en donnant, qui vend de la santé comme on vend des petits pois. Il doit avoir, je pense, c'est une réflexion éthique que nous discuterons, mais il doit avoir quand même une réflexion sur la signification morale des gestes qu'il pose. Et lorsque l'enfant à venir est probablement un futur orphelin, moi je pense qu'il faut quand même bien réfléchir à ce que l'on fait. Donc il ne s'agit pas seulement d'aimer la technique et d'aimer les prouesses. Les scientifiques, les chercheurs, les médecins-chercheurs adorent les prouesses scientifiques. C'est la raison même du maintien de l'académisme, de la recherche scientifique, mais la signification morale des gestes que l'on pose est importante. Vous savez peut-être que nous sommes un peu plus les enfants de nos mères que de nos pères. Parce que si les spermatozoïdes donnent la moitié
de l'ADN nucléaire. L'ovule donne son ADN nucléaire, mais les mitochondries, qui sont les petites centrales énergétiques de nos cellules, sont exclusivement d'origine maternelle. Les mitochondries paternelles, qui sont ici dans cette partie verte, dans la pièce intermédiaire du spermatozoïde, ces mitochondries, ces petites centrales énergétiques, n'entrent pas dans l'ovule, et donc seules les mitochondries maternelles vont être transmises aux enfants. Et il y a malheureusement un certain nombre de maladies, qu'on appelle les maladies mitochondriales, dont je vous ai présenté quelques-unes ici, qui sont liées à ces mitochondries et au fait qu'il y a de l'ADN dans les mitochondries et que certaines mamans transfèrent donc leur maladie à leurs enfants de cette manière. Eh bien, on a depuis lors inventé les techniques qui permettent de donner des mitochondries. On prend donc les ovules d'une dame donneuse qui a des mitochondries saines, on extrait le noyau de ces ovules sains et on le remplace par le noyau, non pas de l'ovule, mais par le noyau de l'embryon à un stade précoce, et on réimplante ces embryons et on évite ainsi les mitochondries. Alors toutes ces techniques de génie génétique permettent d'envisager dès à présent les corrections d'anomalies, mais aussi de reprogrammer l'embryon humain. Je vous ai parlé de cette Madame Charpentier. Madame Charpentier, elle a donc trouvé des ciseaux moléculaires qui permettent exactement dans le génome d'aller couper un gène, d'aller couper un fragment d'ADN et de le remplacer par un fragment d'ADN sain lorsque le gène que l'on veut exciser est responsable d'une maladie parce qu'il est muté. Alors imaginez votre génome. Votre génome, c'est en fait une librairie de bouquins. Il y a 46 bouquins, comme il y a 46 chromosomes, et dans ces 46 livres, il y a une série de recettes de cuisine pour faire des protéines, qui donnent l'information nécessaire pour faire un individu. Et il y a à peu près 15 milliards de caractères, 1,5 milliard de caractères dans la moitié. Donc il y a à peu près 3 milliards de caractères. Vous imaginez donc un caractère, c'est une lettre. Si on devait reproduire en termes de bibliothécaire ou en termes de livres ce qu'il y a dans l'ADN, eh bien cette pièce-ci ne suffirait pas à contenir tous les volumes de l'information. Et donc la grosse difficulté, c'est que quand il y a une recette de cuisine à un gène qui est anormal, parmi les milliards de caractères, il faut aller chercher le bon endroit, le bon livre, le bon chromosome, la bonne page, la bonne ligne et les mauvaises lettres pour les retirer et les remplacer. Donc, c'est véritablement chercher l'aiguille dans la botte de foin, et c'est ce qui est parvenu à mettre au point cette technique de CRISPR-Cas9. C'est remarquable sur le plan de la technicité, ça l'est moins sur le plan des applications médiales. Voilà par exemple un généticien chinois qui est parvenu à créer des embryons. Ces embryons, il les a modifiés pour éliminer une protéine qui est à la surface des cellules d'un individu, permettre l'entrée du virus du sida. Quand on a le virus du sida, il entre à l'intérieur des cellules en se fixant sur la surface de la cellule et il pénètre par une petite clé qu'on appelle CCR5. Et s'il n'y a pas CCR5, eh bien le virus ne trouve pas la porte d'entrée, ne trouve pas la clé et il reste à l'extérieur. Eh bien ce Chinois, il est allé dans le génome de cet embryon, enlever CCR5, il est allé exciser CCR5 et puis il a reprogrammé cet embryon génétiquement, il a vérifié qu'il avait bien enlevé la protéine qui permet l'entrée du virus du sida. Il a obtenu, à partir de cet embryon, de le couper en deux et de faire 2 embryons. Il a réimplanté 2 embryons et il a obtenu 2 petites jumelles dont le séquençage du génome montre qu'elles ne risquent pas d'avoir le sida. Alors, ce sont des expériences ce sont des prouesses étonnantes sur le plan médical, mais c'est extrêmement controversé, évidemment, sur le plan éthique. Autre exemple de problème potentiel, ce sont les cellules souches embryonnaires. On a beaucoup parlé des cellules souches et de l'avenir. Certaines
sociétés en Belgique, comme Novocartis par exemple, et d'autres sociétés, Bone Therapeutics, utilisent des cellules souches, pas nécessairement d'embryons, mais on peut le faire à partir de cellules souches d'embryons pour reconstituer des tissus. Alors ça peut être un grand avenir. La semaine prochaine, Madame Bron, qui est ici, vous parlera probablement de ces cellules progénitrices et des cellules souches qui peuvent, en cas de leucémie, être d'une grande aide. Mais on peut, à partir des cellules souches, reconstituer un individu entier, et lorsque ces cellules souches proviennent de l'embryon, cela peut causer un problème majeur. Alors à gauche, je vous ai représenté, vous connaissez très bien George W. Bush. Qu'est-ce qu'il a fait, M. Bush? Eh bien, on lui a demandé, le Congrès américain a dû en 2001 se pencher sur la légalité ou non de faire des expérimentations sur l'embryon pour développer le clonage et les cellules souches embryonnaires. Et les sénateurs, le Congrès américain, étaient extrêmement divisés, et la procédure utilisée a abouti sur le bureau ovale du président. Seul, finalement, quand il y a une balance entre les républicains et les démocrates, c'est le président qui a le dernier mot, qui doit décider. George W. Bush écrit dans ses mémoires qu'il était torturé par la signification morale, éthique et les conséquences de sa décision. Fallait-il ou non permettre la manipulation embryonnaire, les techniques de développement de ces cellules souches embryonnaires ou non? Et ses conseillers étaient eux-mêmes extrêmement divisés. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il y a un de ses conseillers qui lui a donné un livre à lire qui s'appelait The Brave New World. Brave New World, c'est le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Et il a lu, et il le dit très bien dans ses mémoires, j'ai lu 2 chapitres, je n'avais pas le temps de lire tout, mais j'ai été épouvanté de voir tout ce qui apparaissait. Et je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que la société de demain va devenir si j'autorise ça? Et je l'ai interdit. Et puis finalement, les Américains ont très vite, sous la présidence d'Obama, recommencé la recherche sur les cellules souches, où Obama a levé les restrictions. Dernier exemple que je voudrais, enfin pas le dernier, mais un des derniers exemples que je voudrais illustrer pour la chosification actuelle et l'incursion de la médecine dans les techniques de procréation et de fertilisation non spontanée, ce sont les mères porteuses. Alors les mères porteuses, eh bien, c'est carrément non plus le don d'un ovule, mais le don d'un corps où une femme va prêter son utérus. Alors elle prête son utérus si elle est simplement la porteuse de l'embryon du couple. Parfois, cela va jusque porter l'embryon et donner son ovule. Et donc, il y a toutes les variétés potentielles, et je vous ai mis les coûts associés évidemment à ces procédures. Ces procédures de gestation pour autrui sont interdites dans certaines nations, elles sont favorisées dans d'autres. Comme vous pouvez le voir, il y a une dame qui ne sait pas avoir un enfant, mais qui a un projet d'amour et de vie, et puis il y a une autre qui est enceinte et qui porte la grossesse de l'autre en disant « projet de $. Ça vous paraîtra ahurissant, mais je me souviens d'un cas où une dame était venue à la maternité universitaire de Liège. Elle avait un mari, c'était un couple hétérosexuel tout à fait habituel. Elle dirigeait une grande entreprise et elle ne parvenait pas à tendre famille, et elle voulait donc une procédure de procréation médicale. Et le jour où on doit replacer l'embryon dans son utérus, le médecin vient tout perturbé, et il vient dans mon bureau et me dit « mais elle ne ressemble pas à la dame que je connaissais, je ne la reconnais pas ». Et donc, je vais voir tout de suite la dame, et je dis « mais vous n'êtes pas Madame Tartampion ?» Et elle me dit « ben non, parce que moi je suis la mère porteuse ». Comment vous êtes la mère porteuse? Mais il n'a jamais été question de replacer l'embryon chez une mère porteuse. Alors, je téléphone, j'avais le numéro de GSM de la dame, je lui téléphone, et elle était
au rez-de-chaussée de l'hôpital. Elle monte et elle me dit, vous savez, mon mari déteste que je sois enceinte parce que ça va me déformer mon corps et puis mon image corporelle est importante et moi, je n'ai pas le temps de mener à bien ma grossesse. Vous imaginez tout le temps que je vais perdre. Je suis une femme d'entreprise, je suis quelqu'un de très occupé, je n'ai pas de temps à perdre à gérer les nausées, les vomissements, tout ça. Donc, je n'ai pas le temps. Je lui ai dit, mais quand vous aurez un bébé qui va pleurer, ben, oui, il aura un nounou, évidemment, c'est pas un problème, ça. J'ai dit, on va recongeler l'embryon et on va réfléchir. Et je n'ai pas voulu faire la réimplantation. Preuve que de temps en temps, il faut quand même aller au bout de ces décisions. Nous ne sommes pas des marchands de bonheur, ni des marchands de prouesses technologiques. Il faut évidemment que les grossesses pour autrui ne soient pas détournées par des vocations diverses. Il y a des dérives très importantes. On voit aujourd'hui des présentations en Espagne, en Grèce, en Inde, aux États-Unis, avec tout ce que vous pouvez voir comme dérives financières, évidemment. Donc tout ça n'incite pas à une grande sérénité. Et finalement, je voudrais revenir à peut-être une greffe qui est un autre don, non plus de cellules mais d'organes, qui est la greffe d'utérus vivant ou la greffe d'utérus de cadavre. Ce sont des greffes qui, d'emblée, contrairement à la plupart des autres organes, nous avons eu samedi toute une conférence et toute une session organisée par le professeur Hott sur les greffes, que ce soit des greffes cardiaques, des greffes d'intestin, des greffes de foie. Mais la greffe d'utérus, d'emblée, il est bien convenu avec la femme à qui on greffe un utérus que c'est le temps pour elle d'avoir une, voire deux grossesses, et puis qu'on enlèvera à nouveau cet utérus, parce que cet utérus n'est pas immunologiquement compatible avec la receveuse. On prend, dans la mesure du possible, l'utérus de la maman, mais cette jeune femme qui n'a bien souvent pas d'utérus ou qui n'a plus d'utérus va devoir recevoir une thérapie immunosuppressive qui assure une meilleure tolérance de l'organe, et cette thérapie immunosuppressive doit être maintenue tout au long de la grossesse. Donc c'est de nouveau quelque chose qui existe. Il y a un certain nombre de grossesses qui sont maintenant survenues. On en a à l'université de Gand, il y en a à Göteborg, il y en a en France. Ça reste quand même l'exception et ça reste une prouesse technologique. Et donc c'est quelque chose qui certainement se développera pour l'avenir mais qui restera limité. Et enfin, toutes ces techniques peuvent être utilisées pour modifier considérablement le pouvoir de procréation, non seulement au sein des couples hétérosexuels, mais dans les couples homosexuels, lesbiens ou homosexuels masculins, ou simplement dans les grossesses uniparentales. Et je vous avoue que on en a pratiqué à l'université de Liège. J'ai toujours exigé que ces couples s'engagent à suivre avec nous un accompagnement avec les pédopsychiatres, et que les pédopsychiatres nous disent que les enfants de couples homosexuels survivent bien, mais une des craintes majeures, ce sont les enfants de femmes, les grossesses monoparentales, parce qu'il faut qu'un enfant qui est conçu soit un sujet et pas un objet, qu'il soit un être en développement avec un amour et une représentation à la fois d'un père et d'une mère, et que ce ne soit pas une espèce de revanche sur la vie, et que ces femmes qui sont isolées puissent donner véritablement de l'enfant à l'enfant de l'amour, et ne pas considérer que cet enfant est une espèce de revanche sur des frustrations et des incompréhensions et des problèmes. Dernier problème, ce sont les grossesses chez les grands-mères. On a l'âge de ces artères, dit le proverbe. En réalité, les grands-mères peuvent concevoir. Je vous l'ai dit, la machinerie fonctionne bien, l'utérus fonctionne bien, tout le système endocrinien fonctionne parfaitement, et donc on peut, avec des dons d'embryons, des dons d'ovocytes, obtenir des grossesses, même chez des personnes de 65 ans. Mais le taux de complication est extraordinairement important. Et je vous avoue qu'en Belgique, la loi, toutes ces lois de procréation qui existent sont très limitées en Belgique, et elles ont toujours été discutées et négociées avec les spécialistes de la procréation médicale et des universités. Et pour ma part, j'approuve tout à fait l'idée qu'on ne peut pas
assurer la fécondation artificiellement d'une dame qui a plus de 43 ans. Alors il faut bien mettre des balises, il faut bien mettre des limitations. Mais à 43 ans, on peut être parfaitement capable de mener à bien une grossesse, et à 40 ans, ne plus être capable. Moi, je vous avoue que mes assistants savaient très bien. Je consultais au 4e étage, et quand j'avais une dame de plus de 40 ans qui demandait une procréation, je lui demandais de redescendre au rez-de-chaussée et de monter par les escaliers de secours. Et si elle arrivait suffisamment en forme, eh bien, ça voulait dire que sa fonction cardiovasculaire était parfaitement en état. Et j'avais de temps en temps des dames qui arrivaient complètement en ventilant et en ayant 19-10 de tension. Je leur disais, madame, une grossesse, c'est ça. Vous allez augmenter votre fréquence cardiaque de 50%, vous allez augmenter votre débit cardiaque, vous allez doubler votre débit cardiaque, et vous serez comme ça. Et donc, c'était extrêmement convaincant, et la plupart de ces personnes, elles acceptaient le verdict, alors qu'avant, elles étaient prêtes à se battre. Mais quand on vous a montré que c'était potentiellement dangereux, c'était efficace. Alors, il est évident que le problème n'est pas tellement un problème médical et technique. Tous ces problèmes de fécondation in vitro, de cryopréservation, de don de gamètes, de mères porteuses, de greffe de cellules souches embryonnaires, de clonage, de correction génétique ou mitochondriale, ou de grossesse au 3e âge, de greffe d'utérus de cadavre, posent énormément de questions éthiques. Pour le médecin, ils doivent quand même très fort s'interroger sur un investissement dans une médecine du désir et pas dans le traitement simplement, comme je l'ai dit, de consumériste de la santé. La solidarité avec la personne atteinte dans son désir d'enfant est certainement valable. Il est essentiel de préserver le caractère humain qui sied à la transmission de la vie, le dialogue au sein des couples et le dialogue avec les couples infertiles est très très important. Et il ne peut être remplacé par rien du tout. Il faut faire prévaloir l'intérêt de l'enfant à naître. Cet enfant à naître est trop peu pris en compte, et dans mon service, j'ai toujours voulu avoir des psychologues et des pédopsychiatres qui participent à l'équipe et qui voient les parents de manière à pouvoir s'assurer que le désir d'enfant, le projet parental est authentique et que ces enfants seront accueillis pour eux-mêmes. Et donc, je pense que tous ces dons de cellules, ces dons de jeunes organes, ces dons d'utérus, ces utérus porteurs et toutes ces techniques que je vous ai décrites sont de nature à modifier considérablement la structuration sociétale de la famille. Les familles se modifient pour toute une série d'autres raisons d'ailleurs. Je crois qu'il ne faut pas figer la situation, qu'il ne faut pas judiciariser en permanence, mais que la vie est bien un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre, qu'il faut aller de l'avant, mais qu'il faut associer ces prouesses techniques à une réflexion médicale, éthique, et c'est ce que nous allons entendre à présent. Vous avez la parole. Merci, bonsoir à tous. Merci beaucoup pour l'invitation, professeur Hott. C'est évidemment un honneur d'être parmi vous, et c'est une difficulté aussi parce que intervenir d'un orateur comme le professeur Fouaddar, c'est compliqué. Alors, merci de me donner la parole. Effectivement, on demande à un éthicien d'intervenir. C'est une tâche un peu compliquée puisque je ne sais pas très bien c'est quoi un éthicien et je ne sais pas très bien ce qu'on attend d'un éthicien. Est-ce qu'on attend que je vous dise ce qu'il faut faire, par exemple, que je dise aux praticiens ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on s'attend à ce que je fasse un grand discours? Est-ce que vous attendez des histoires? Voilà, c'est toujours un problème pour moi. Alors, pour moi, faire de l'éthique, c'est une démarche de type scientifique. Donc, quand je donne un cours d'éthique, quand je fais une conférence en éthique, c'est la même chose que lorsque, finalement, on parle de science. Et c'est bien la démarche que je vais essayer d'adopter ici. Alors, il m'était impossible, en quelques minutes, de commenter tous les thèmes qui ont été abordés par le professeur Fouaddar. C'était absolument impossible. Alors, plutôt que de dire rapidement quelques mots sur chaque thème, j'ai décidé, en fait, de vous parler d'une technologie que n'a pas abordée directement le professeur Fouaddar. Et cette technologie va me donner l'occasion de développer un canevas de réflexion éthique qui était exportable.
aux situations qui ont été évoquées par le professeur. Donc je vous propose un canevas de réflexion éthique, voilà, tout simplement. Alors, la technologie dont je vais parler ce soir, qui n'a pas été abordée, c'est ce qu'on appelle le test prénatal non invasif. Vous connaissez peut-être mieux sous l'appellation anglaise, le NIPT, c'est comme ça qu'on l'entend aujourd'hui. Alors, c'est fantastique, puisque depuis quelque temps, avec une simple prise de sang, qui est faite durant le premier trimestre de la grossesse, on peut dépister les trisomies 13, 18 et 21. Pour l'instant, c'est l'indication, même s'il y a des velléités pour élargir le cadre de ce dépistage et l'étendre à d'autres maladies, mais pour l'instant, on se limite dans la plupart des pays, en tout cas en Belgique, à ce dépistage-là. Alors pourquoi c'est fantastique? C'est fantastique parce que le test est très sûr et très efficace. Très sûr et très efficace. Et aussi que ce test évite des prélèvements sur le liquide amniotique qui, on le sait, la myosynthèse peut toujours provoquer, il y a des risques, disons, de provoquer des fausses couches, même si la personne qui prélève est très très expérimentée. Alors ce fameux test prénatal non invasif est disponible en Belgique depuis 2013 et il est pris en charge par la Sécurité sociale depuis 2017. C'est évidemment pas le cas dans tous les pays dans le monde, mais la Belgique est privilégiée. Et donc face à cette révolution technique, il me semble que la première chose à faire, c'est de s'émerveiller, tout simplement. Parce que ça constitue un réel progrès scientifique et que grâce à ce progrès scientifique, la vie de millions de femmes et de couples plus largement a été changée dans le monde. Et je pense que c'est la démarche qu'adopte aussi le professeur Froidart, c'est-à-dire, dans un premier temps, l'émerveillement. C'est fantastique ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. C'est fantastique et ça j'ai envie de dire, ça sauve des vies, oui, au moins au niveau psychologique, ça en sauve. Mais, quand on fait de l'éthique, de la bioéthique en particulier, on est invité à ne pas en rester là. D'abord l'émerveillement, et ensuite l'adoption d'une posture de réflexion éthique. Je pense que c'est très important de ne pas d'emblée se positionner de façon critique, comme on entend parfois. Les bioéthiciens sont parfois des gens extrêmement virulents. Je pense qu'il faut d'abord être énervé. Alors, l'éthique ici, quand on parle d'éthique, il faut la comprendre comme un questionnement patient, un patient questionnement sur les valeurs en jeu dans une situation. Donc faire de l'éthique, ce n'est pas simplement affirmer des valeurs, c'est se questionner sur les valeurs en jeu dans une situation. C'est finalement beaucoup plus ennuyeux de faire cela. Beaucoup d'autres personnes se contentent simplement de donner leurs valeurs, d'exprimer leurs valeurs. Je ne fais pas ça. Mon boulot, c'est d'analyser les valeurs en jeu dans une situation. Et donc, la question qu'on va se poser ici, dans la foulée de ce que le professeur Froidart a dit, c'est quelles sont donc les questions éthiques posées par le TPNI, et est-ce que ces questions posées par le TPNI sont exportables à d'autres biotechnologies qui sont utilisées aujourd'hui en médecine de la reproduction. C'est un pari. Je pense que ça fonctionne. On va voir. Donc c'est un pari de pouvoir exporter. Donc je prends comme modèle le TPNI, et je vais essayer de l'exporter. Alors quelles sont donc les questions qui sont posées par le TPNI? Première question à se poser, c'est quels sont donc les objectifs de cette technologie? C'est quoi? Pourquoi on a mis en place cette technologie? À quoi ça sert? Quels sont les objectifs qui sont poursuivis? Sous-question, est-ce que les moyens qui sont mis en œuvre grâce à cette technologie, est-ce que ces moyens-là permettent d'atteindre les objectifs fixés? Est-ce que ce qu'on va mettre en place permet d'atteindre les objectifs? Alors, l'objectif fixé par le TPNI, la littérature, tous les auteurs s'accordent sur cela, ou quasiment tous, c'est l'autonomie reproductive. C'est ce qu'on répète tout le temps. C'est quoi l'autonomie reproductive? Si vous avez une idée,
c'est quoi l'autonomie? C'est très simple. C'est permettre aux femmes et aux couples de faire des choix plus autonomes en matière de reproduction. Donc le TPNI, ça sert à quoi? Ça sert à faire des choix plus autonomes en matière de reproduction. Tout ce qui va s'écarter de cet objectif-là va donc devoir faire l'objet d'un questionnement supplémentaire et un questionnement très approfondi, en se demandant est-ce que c'est bien adéquat, puisque tout le monde s'accorde pour dire que c'est l'autonomie reproductive qui est l'objectif premier. Donc par exemple, si l'objectif du TPNI pour certains, c'était de maximiser le nombre de grossesses arrêtées pour malformation fétale, eh bien, on pourrait dire, ah, ça pose question. Ça pose question parce qu'on s'écarte de l'objectif qui avait été donné pour la technique. Ça posera question, par exemple, pour certains, si c'est ça, si c'est pour arrêter le maximum de grossesses mal formées, disons, alors certains vont dire, mais attention, le statut de l'embryon est en jeu. Est-ce qu'on peut arrêter une grossesse comme ça, juste parce qu'on pense que le fœtus est mal formé? Ça donnera lieu aussi à des questions sur la valeur des personnes qui sont porteuses de ce type de handicap. Évidemment, puisqu'ils risquent de comprendre qu'au fond, leur vie n'en vaut pas vraiment la peine, puisque si on avait pu, on aurait interrompu la grossesse. Donc, juste pour synthétiser, si on s'accorde sur le fait que le TPNI a comme objectif l'autonomie reproductive des couples, et des femmes en particulier, eh bien, alors, il faut être vigilant quant aux autres objectifs qui pourraient être attribués à cette technologie. Donc ça, c'est la première question. Il y en a 4. Deuxième question, quel est le rapport risque-bénéfice de la technologie en question? C'est quoi le rapport risque-bénéfice? Alors, les bénéfices, on en a parlé en introduction. Le test est très fiable, le test est très efficace. Il y a peu de faux positifs, il y a peu de faux négatifs. Ça soulage, évidemment, ça soulage beaucoup les couples et les femmes en particulier. En cas de résultat négatif, madame, votre bébé n'est pas atteint ni de trisomie 18, ni de trisomie 13, ni de trisomie 21. C'est un test aussi qui est non invasif, gros avantage, et c'est un test très précoce dans la grossesse. Ça, c'est pour les avantages. Mais alors les inconvénients, c'est quoi? Et c'est toujours utile de se poser la question des inconvénients d'une technologie. Alors, les inconvénients, les risques. Ici, je vais formuler en termes de risques. Alors, les risques, ils sont souvent exprimés, dans ce cas-ci, sous une forme psychologique. C'est-à-dire que si le résultat est positif, si le résultat du test est positif, il va avoir un poids énorme d'une décision à prendre. Ça va être très difficile, puisque la décision à prendre, ça sera souvent, est-ce que j'interromps pas la grossesse, même si ce n'est qu'un test qui va devoir déboucher sur d'autres prélèvements, mais à terme, il y a une décision très lourde à prendre. Et puis aussi, certains disent aujourd'hui que c'est une fausse réassurance, car le dépistage en question, ce TPNI, ne cible que certaines maladies. Et je vous ai cité les 3, la trisomie 13, 18 et 21. Au-delà de ça, rien n'est garanti. Aujourd'hui, dans la littérature, rien n'est garanti. Certains promettent qu'on pourra étendre le spectre du TPNI, mais pour l'instant, rien n'est garanti. Et donc, le test n'est en aucun cas la garantie d'un bébé parfait. Et donc, on risque d'être très déçus, évidemment. Les couples risquent d'être très déçus. On nous avait dit que les tests étaient négatifs. Et voilà qu'un bébé malade naît. Et les couples risquent de tomber de très haut dans ce cas-là s'ils croient que c'est une sorte de certificat, une garantie qu'on leur offre avec ce test. Donc là, il y a des risques. Il y a des risques, évidemment. Alors, il est important que ces inconvénients, ces risques, fassent l'objet d'une information claire, extrêmement claire à l'égard des personnes qui sont concernées, les femmes, les couples. Et que ces femmes, ces couples, puissent prendre des décisions en connaissance de cause, qu'on leur explique, et qu'elles puissent prendre leurs décisions librement, objectivement. À supposer que tout ça ait du sens, ce que je viens de dire. Ce que je viens de dire est extrêmement théorique, évidemment.
Est-ce qu'une femme peut vraiment, est-ce qu'un couple peut vraiment décider librement dans ces situations-là? En tout cas, l'information qui lui est délivrée devrait le permettre. Ce principe-là, du fait qu'il faudrait exprimer aux personnes concernées les inconvénients, les risques, etc., c'est applicable à toutes les technologies qui ont été évoquées par le professeur Fouadard, évidemment. Si on promeut un don d'ovule, il faudrait pouvoir expliquer au couple les risques de ce don d'ovule. Les grossesses, la gestation pour autrui, même chose, quels sont les risques? Est-ce qu'on peut l'expliquer au couple? Est-ce qu'on peut l'expliquer? Et je pense que c'est ce qu'a dit le professeur Fouadard, c'était le rôle du médecin, de pouvoir expliquer ce genre de choses. Et donc, le consentement libre éclairé, ici, est absolument essentiel. À supposer que ce concept de consentement libre éclairé ait du sens. Hein? Donc, évidemment, il faut qu'on y croit. Ça, c'était donc pour notre deuxième question. J'arrive à la troisième question. À qui cette technologie est-elle accessible? À qui est-elle accessible? Alors, quand on pose ce genre de questions en bioéthique, on renvoie très souvent à des questions de justice. Donc, les questions de justice, c'est comment on distribue le gâteau dont on dispose en matière de ressources pour la santé. Comment on va distribuer ce gâteau? Qui va avoir droit à quoi? Ça, ce sont les questions de justice. Et donc, à qui la technologie en question est-elle accessible? Alors, en Belgique, c'est relativement simple, puisque la sécurité sociale est là comme filet de sécurité. Et donc, on pourra dire, mais toutes les femmes y ont droit. Toutes les femmes qui en ont besoin y ont droit. Alors, c'est vrai en Belgique, mais c'est très loin d'être le cas partout dans le monde. Et pour d'autres technologies qui ont été évoquées par le professeur Fouadard, c'est aussi une question qu'il faut tout le temps se poser. La grossesse pour autrui, ce n'est pas accessible à toutes les femmes. Aujourd'hui, on a vu les tarifs astronomiques. Donc, s'il n'y a pas de prise en charge, s'il n'y avait pas eu de prise en charge pour le TPI en Belgique, ça veut dire que le test ne devient accessible qu'à certains privilégiés. Est-ce que c'est accessible? Est-ce que c'est accessible de réserver à quelques élus l'accès à une technologie qui est en lien avec la santé? Est-ce que la santé peut se réduire à un échange monétaire? Là aussi, le professeur Fouadard nous a posé la question tout à l'heure. Alors, il n'y a pas que l'aspect financier, évidemment, aussi. Et on perd de vue, il y a d'autres inégalités qu'il faut pouvoir prendre en compte, et notamment celles qui concernent le niveau d'éducation. Pour comprendre c'est quoi le TPI, il faut déjà avoir un niveau d'éducation suffisamment élevé. Pour comprendre c'est quoi un don d'ovule, même chose. Et donc, il est difficile pour certaines femmes, pour certains couples, de maîtriser tous les savoirs complexes qui sont liés aux nouvelles biotechnologies qui arrivent sur le marché. Comprendre CRISPR-Cas9, c'est très compliqué. Mes collègues biologiques tentent de me l'expliquer. C'est très compliqué. Il faut vraiment passer des semaines avec les cours et essayer de voir de quoi il s'agit. Alors, quand on doit expliquer ça à un patient qui n'a peut-être pas terminé ses études secondaires, eh bien là, ça devient quasiment une mission impossible, tout simplement. Donc, les questions de justice, l'accessibilité à cette technologie ne se réduit pas à un problème d'argent, mais est aussi liée à des problèmes d'éducation. Alors, il reste une quatrième question. Quelles conséquences sociétales peut-on envisager avec la mise en place de cette technologie? Quelles seront les conséquences sociétales? Alors, puisque le test en question peut déboucher sur une interruption de grossesse, il est clair que ça pourra avoir une influence négative, il faut s'accorder là-dessus, sur l'image que la société se fait des personnes porteuses de handicap. Puisque ça donne accès à l'interruption de grossesse, c'est sûr que l'image de ces personnes risque d'être détériorée par ce type de test. La société risque, je ne dis pas que ça va arriver, la société risque d'être moins tolérante à l'égard de handicap, sachant que ces naissances-là auraient pu être évitées. Donc, si il naît encore des enfants trisomiques 21, par exemple, eh bien l'image de ces enfants risque d'être entachée.
derrière tout ça, il y a un risque évident de perte de la diversité, non pas biologique, comme on entend beaucoup aujourd'hui, mais de la diversité sociale. Nous sommes tous différents, avec des caractéristiques précises, et Dieu soit loué que nous sommes tous ce que nous sommes et que nous ne ressemblons pas tous. Donc attention, disent certains, à une sorte de pente glissante qui nous amènerait, en fonction de ces nouveaux tests, à une sorte de difficulté à accepter la différence. On ne pourrait plus accepter aucune différence. Alors, voilà, alors, je vous invite donc, comme je l'avais dit au début de mon exposé, à une réflexion éthique informée et structurée. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire de l'éthique sans connaître de façon approfondie ce dont on parle. Alors la réflexion éthique doit donc être absolument distinguée du jugement moral, ou de la moralisation, comme on dit. Le jugement moral, il est partout. Il est partout tout le temps. Tout le monde a son idée sur tout. Et on moralise. Donc on explique aux autres que ce qu'ils font, c'est mal. Ça, c'est de la moralisation. Ici, ce que l'on vient de faire, et ce que le professeur Fouader a fait tout à l'heure, n'a rien à voir avec la moralisation. La réflexion éthique, elle, se questionne sur les valeurs en jeu dans une situation donnée, pour une technologie précise, alors que le jugement moral, lui, il affirme des valeurs. Et des valeurs qui sont souvent personnelles. Ce que j'ai essayé de faire ici, c'est un état de l'art, tout simplement, un état de la question. Je n'ai pas exprimé d'opinion personnelle dans ce que j'ai dit. J'ai essayé d'être le plus objectif possible. Je n'ai pas exprimé mon avis qui n'intéresse personne sur le TPNI. Mon avis sur le TPNI n'intéresse personne. Ou que moi-même. Alors donc il y a vraiment un effort à faire pour ne pas confondre éthique et morale ou moralisation ici. Et donc en matière de TPNI, 4 questions peuvent être posées. C'est ce que j'ai essayé de faire avec vous. Quels objectifs? Quel rapport risque-bénéfice? Quelle justice? Et puis, quelles conséquences sociétales? Alors si j'ai encore un peu de temps, on peut prendre quelques minutes pour essayer d'exporter ce modèle, par exemple, vers la question des grossesses pour autrui. Quel est l'objectif d'une grossesse pour autrui? C'est la première question qu'il faudrait se poser. Est-ce qu'une grossesse pour autrui sert à offrir à un couple qui ne peut pas avoir d'enfant naturellement l'enfant qu'ils espèrent? Ou est-ce que l'objectif d'une grossesse pour autrui, c'est de permettre à une femme d'épargner son corps et de ne pas devoir passer elle-même par une grossesse? Je n'ai absolument rien à dire à ça puisque je n'ai jamais vécu ce genre de choses. Mais si c'est cela, ne pas passer par les étapes d'une grossesse, il y a peut-être un questionnement plus profond à avoir. On a l'impression qu'une grossesse pour autrui, si c'est offrir à un couple l'enfant qu'ils veulent, l'enfant qu'ils cherchent à avoir, ça a du sens. Bypasser les affres de la grossesse, ça semble plus compliqué. Même chose pour les technologies dont on a parlé. Quels sont les objectifs que poursuit un gynécologue qui offre à une femme de 65 ans la possibilité d'avoir un enfant? Et ensuite, quels sont les risques aussi? Quels sont les risques? Quels sont les bénéfices? Quels sont les risques? Quelles sont les conséquences aussi sociétales? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui du fait que la barrière naturelle qui existait jusque-là, c'est-à-dire la ménopause, ne tienne plus? Quelles sont les conséquences sociétales? Est-ce que c'est juste ou pas? Est-ce que c'est juste de permettre à certains de payer 50, 60, 70 000 euros, alors que d'autres doivent se contenter de ne pas avoir d'enfant ou d'une reproduction tout à fait classique? Voilà donc le modèle. Donc, le pari que j'ai fait, je pense que c'est souvent intéressant de se donner ce genre de repères, c'est de se dire, en matière d'éthique, il y a moyen de trouver des canevas. Donc, on peut faire de l'éthique autrement qu'en affirmant des choses, en affirmant que ça c'est bien, ça c'est mal. Il y a moyen de se donner des canevas qui nous ouvrent, qui nous permettent d'avoir des repères. Et je pense que la réflexion bioéthique aujourd'hui, c'est beaucoup plus sereine si on essayait plus souvent de procéder comme ceci. Voilà, je vous remercie beaucoup. Alors, on va quand même donner la parole à la salle maintenant. On va peut-être faire un tout petit jeu, nous deux. C'est pas prévu, mais on va faire un petit jeu avec la salle.
Alors j'ai prévu un cas qui n'est pas un cas inventé, qui est un cas vécu. Je ne vais pas vous dire comment on l'a réglé, et c'est vous qui allez le régler. Un couple vient me trouver, et il s'agit, c'est à une époque où le traitement du sida était beaucoup moins bien caractérisé et codifié que maintenant. Et donc, cette personne est un juriste. C'est un juriste bruxellois. Il vient à Liège pour être certain de garder un anonymat complet. Ce juriste est brillant, il est connu. Il a toujours caché son handicap. Et il me dit, vous savez, c'était à la Saint-Verhaeghe, et puis les histoires étant, hop, j'ai eu un rapport, et le lendemain, boum, je me suis retrouvé séropositif. Alors j'ai tout de suite consulté, j'ai été très bien soigné, j'ai été suivi de tout près, par un membre de notre académie d'ailleurs, et donc il est parfaitement bien équilibré, et il a toujours caché à toute sa famille qu'il était séropositif pour éviter d'être estampillé et d'avoir la marque sida sur le front. Il parvient à le cacher, continue à suivre ses études. Sa famille se moque un petit peu de lui parce que dès qu'il a un neveu, famille nombreuse, dès qu'il a un neveu qui a une grippe, une angine ou qui a un rhume, il s'écarte évidemment pour éviter d'avoir une susceptibilité aux infections. Et alors on lui dit, oui, mais toi tu es une nouille, tu es sensible, tu es hypochondriaque, mais il parvient à garder le. Et un jour, il rencontre une jeune femme dont il tombe éperdument amoureux, et l'amour est réciproque. Et il a l'honnêteté, garçon plein d'éthique, il a l'honnêteté de dire à sa future partenaire, je t'aime, mais je suis séropositif, et ce n'est pas un don de vie que je te ferai, c'est un don de mort si nous avons des rapports. Cette jeune femme réfléchit beaucoup, et puis il décide de s'engager dans une vie commune, mais par l'intermédiaire de préservatifs, et il n'est pas question d'avoir d'enfants. Il se marie, personne dans la famille, dans aucune des deux familles n'est au courant, tout se passe bien, jusqu'au moment où il décide d'avoir des enfants. Alors je vous rassure tout de suite, actuellement, on sait mesurer les charges virales, on sait réduire les charges virales et faire en sorte que le sperme d'une personne séropositive ne soit pas contaminant, et on peut permettre des grossesses spontanées entre le père et la mère. Mais ce jeune homme qui s'est toujours très très bien conduit et qui a toujours été extrêmement rigoureux dans sa démarche, ne veut faire courir aucun risque à sa femme, et il aime vraiment son épouse et il veut courir aucun risque. Courir aucun risque en donnant du sperme, ce n'est pas possible à l'époque. Donc, il faut recourir au sperme d'un donneur. Et c'est là que je viens me trouver, et je dis, écoutez, on peut, dans ces conditions, utiliser le sperme d'une tierce personne. Pas question, me dit-il. Je suis allé à Paris, je suis allé en Allemagne, je sais qu'on ne peut pas utiliser mes spermatozoïdes, mais je veux que cet enfant me ressemble. Et cet enfant, il doit me ressembler parce qu'il doit avoir mes gènes. Ouais, mais ce n'est pas possible techniquement. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, j'ai résolu le problème. Je vais demander à mon père d'être le donneur de sperme. Mon père a au moins la moitié de mes gènes en commun. Donc je vais demander à mon père d'être transitoirement le donneur de sperme de mon épouse, de telle sorte que mon enfant sera à la fois mon frère et mon enfant. J'y tiens absolument. Terreur, fureur de la part de l'Église, j'ai toujours eu des pédopsychiatres et des psychologues avec moi dans le service. J'ai toujours soumis tous ces problèmes un peu complexes à une fureur, terreur, levée de bouclier. Qu'allez-vous décider? Qu'allez-vous faire? Monsieur l'éthicien, alors. Puis on demandera à la salle. On va demander à la salle, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que le sperme du père a la même qualité que celui Oui, parce que le père, j'ai rencontré le père, et le père était professeur d'université, donc c'était quelqu'un de qualité. Mais c'était également quelqu'un qui avait une fécondité normale qui a été contrôlée. Donc ça, c'est Oui, madame. Et c'est une démarche commune du couple, à savoir est-ce que Oui. l'épouse... C'est une démarche commune, et j'irai plus loin que cela. Comme c'est un couple qui est, vous en rendez bien compte, particulièrement
soudée et adaptée, face à une maladie chronique qui est lourde à supporter à l'époque, ils ont décidé ensemble d'avoir un psychiatre commun qui puisse les aider, qui soit une espèce de personne ressource quand ils ont des moments où c'est plus dur. Et ils ont un psychiatre. Et j'ai demandé à rencontrer le psychiatre pour avoir la position d'un autre médecin spécialiste de la santé mentale et de la santé mentale de ce couple. Mais en droit, le donneur reste anonyme en Belgique. Comment ? En droit belge, le donneur reste anonyme. Alors, le donneur, c'est le candidat donneur serait le père. Oui, bien sûr, mais ça, c'est connu de la sphère familiale très Non. restreinte. Le père Il y a les deux. ne le savait pas jusqu'au moment où son fils lui en a parlé. L'épouse du père, donc la mère du jeune homme, ne l'a jamais su. Elle n'a jamais été au courant. Et le père m'a dit, pour moi c'est un don de cellule, c'est un don de vie. C'est une relation que j'ai avec mon fils, même pas avec ma belle-fille, parce que ça ne doit pas être un espèce de fantasme oedipien, ça ne doit pas être un inceste psychiatrique. Donc, c'est une relation avec mon fils, point c'est tout. Et l'épouse est au courant et ils en ont discuté. Alors, vous dites oui, vous dites non. Oui, mademoiselle. Je posais à la place de l'enfant, je trouve que j'aurais du mal de savoir que je suis la fille de mon grand-père. Le rapport aux âges, aux générations, le rapport à mon père surtout, puis ma mère, ce serait. Voilà, mais savoir que je suis pas ici non plus du nom de mon père et de ma mère. Mais est-ce que Je pense que les parents doivent se poser la question de la responsabilité qu'ils ont par rapport à ce schéma qu'ils imposent finalement à leur enfant qui n'aurait jamais choisi de naître de son grand-père. c'est bien pourquoi je posais la question de l'anonymat du donneur. Mais en Belgique, il y a les deux qui sont possibles. On va peut-être passer les micros, allez-y, comme ça tout le monde peut bénéficier. Je pense que la loi en Belgique permet soit d'inscrire de dévoiler l'identité ou alors de garder secret. En fait, il y a le choix. Ici, si je comprends bien le professeur, le choix de l'anonymat a été fait. Le choix de l'anonymat a été fait. Comme est-ce qu'on a les mettre au Mais courant? libre aux parents de dire à leurs enfants. Est-ce qu'on Alors, compte les mettre au est-ce courant? qu'on va mettre au courant l'enfant qui est en fait son grand-père? Voilà. C'est un problème qui a été discuté. Et c'est la raison pour laquelle, dans mon service, j'ai toujours voulu avoir non seulement des psychologues adultes qui voient l'intérêt du couple, mais d'avoir des pédopsychiatres qui, eux, sont des psychiatres de l'enfant et qui voient l'intérêt de l'enfant à naître. Parce que c'est le grand absent, mais il faut se préoccuper de son bien-être aussi. Et vous avez vu qu'au départ, dans les lois du sécos français et des sécos belges, on garantissait l'anonymat au donneur de sperme, et puis que ça a créé des complications psychiatriques énormes avec des psychoses chez les enfants qui étaient déracinés, qui voulaient absolument connaître leurs origines. Donc, savoir répondre 15 ans à l'avance à la question de savoir ce qu'on va décider pour cet enfant, c'est techniquement pas possible. C'est très difficile, mais c'est un problème qui a été abordé. Moi, je m'interrogerais sur les objectifs du père à venir, parce que poser comme objectif d'exiger en quelque sorte que ce soit la moitié de ces gènes qui soient pris en compte, ça me pose question. Alors, je vous dirais que moi j'ai réfléchi tout à fait comme vous, ça me paraissait une démarche tout à fait excessive et non légitime, ça me paraissait du dadaïsme, et je me suis dit l'essentiel c'est d'avoir un enfant, mais pas un enfant avec des gènes particuliers. Et j'ai changé d'avis après avoir longuement discuté avec le psychiatre de la famille, ce psychiatre habituel, qui disait non, ils sont bien soudés, ils en ont discuté longuement, et pour lui, il se surveille continuellement dans son métier, dans ses relations professionnelles, dans sa vie avec sa femme. C'est un homme hyper contrôlé et il veut une compensation. Cette compensation, c'est d'avoir un enfant qui soit un peu plus l'enfant de lui-même. Ça ne fait que renforcer l'inquiétude. Et l'enfant lui-même. D'un point de vue mental. L'enfant lui-même, il va dire, mais il va appeler papa. Ouais. Celui qui n'est pas son père. Comment est-ce qu'ils vont vivre cette relation-là? Alors, comment le père va vivre cette relation-là? Pourquoi je suis un peu choquée d'entendre, excusez-moi, les différentes réactions, parce que de nouveau, on est dans la moralisation
personnalisation. On est déjà en train de se demander comment l'enfant va-t-il appeler son père, son grand-père, etc. Or, on passe absolument sous silence la réflexion que j'entends très structurée dans ce couple, accompagnée d'experts quand même, psychiatres, médecins, etc. Et on leur interdirait finalement de faire ce choix fondamental dans un couple où je pense l'amour est présent. Oui. Avec toutes les précautions prises par ailleurs sur le plan psychologique pour l'avenir de l'enfant. Où est le problème? L'enfant. Non. Non. Moi, je me pose quand même des questions. On dit que la famille est tellement soudée et tout ce que vous voulez. Mais, donc, la mère de l'avocat ou du juriste, elle n'y sait rien. Donc, ce sera la grand-mère. Ça pose quand même fondamentalement un problème au sein de cette famille. C'est une histoire ici entre père et grand-père et tout à fait de la réflexion à la grand-mère. Et moi, ça ne me gêne pas dans le sens où un médecin est habitué à tenir les secrets médicaux, à être le garant de la confidentialité, et ça ne me gêne pas du tout. Cet aspect-là ne me paraît pas important. Par contre, j'entends bien les controverses et je suis content d'entendre ça parce que j'avais exactement la même ambivalence et les mêmes positionnements. Alors, on va d'abord demander à notre éthicien comment il aurait réagi, puisque je lui ne donne pas les cours de morale et des positions. Mais c'est une belle citation qui n'arrête plus, vous l'avez dit aujourd'hui. Moi, la question que je me poserais, c'est de quoi a-t-on besoin, de quelles informations a-t-on besoin pour bien décider dans cette situation? Parce que c'est vrai que expliquer comme vous le faites, je serais bien embêté. Par contre, moi je me dirais, de quoi aurait-on besoin? Je ne sais pas, c'est la question que je vous pose. De quel type d'informations a-t-on besoin pour éclairer cette situation qui nous manque? Qu'est-ce qui manque finalement? Il y a un préalable qui n'a pas été examiné, mais peut-être n'a-t-il pas lieu d'être soulevé. Quelles sont les dispositions légales en Belgique pour un cas comme celui-là? Il n'y a pas de disposition légale concernant le don du sperme intrafamilial. Je crois que ça n'a jamais été envisagé par le législateur. On a eu beaucoup de discussions avec Christine Defrey et avec la commission parlementaire qui s'occupe de légiférer, mais ce genre de problème n'a jamais été discuté au sein du couple. Les relations intrafamiliales incestueuses sont condamnées mais ce n'est pas un inceste en dès lors que techniquement c'est entre un beau-père et sa belle-fille. Donc il n'y a rien d'incestueux. Donc, voilà, donc il me semble que la question que vous posez est importante, la question légale. Et ce qui est important aussi, me semble-t-il, c'est d'être un peu plus éclairé, et vous l'avez en partie fait, sur la façon dont se construit un être humain. Puisque il me semble que le rapport des générations, c'est quelque chose quand même qui est important. Donc quand on court-circuite ça, même si on n'a pas en tête de faire un essai, je pense que symboliquement, ça serait intéressant qu'un expert vienne expliquer un peu sa position. Après le psychiatre, vous l'avez fait, donc cette réaction-là, vous l'avez. Oui, mais j'étais tellement ambivalent. Je vais avancer un peu dans l'explication de ma gestion de ce cas pour m'extraire de toute situation philosophique ou religieuse ou morale et rester dans un domaine médical. Je me suis dit, moi j'ai ma conviction ou mon penchant. Le psychiatre, c'est leur psychiatre habituel, il est devenu un confident, un ami, une personne qui a une empathie pour son couple. Je ne suis pas tout à fait sûr qu'au point de vue de la santé mentale de ce couple, leur avenir doit passer par un enfant qui hérite des gènes du grand-père. Alors je vais demander l'avis de 2 professeurs de psychiatrie. Il faut être certain de ne pas avoir de problème philosophique, j'ai demandé un du CL et un du ENI. J'ai demandé aux 2. Et donc, j'ai obtenu la même réponse. Et je vais vous lire la question. Allez-y. Il y avait une question là. Non, moi je pense qu'à en décider, quand même, c'est très dur quand vous relatez les faits.
si nous, on n'a pas les parents devant nous qui nous expliquent exactement leur ressenti, également le psychiatre, c'est toujours difficile parce que vous relatez, vous avez déjà, vous cernez le problème, vous donnez des mots, enfin c'est concis, donc vous avez déjà votre idée en tête, mais je pense que c'est encore plus intéressant pour nous éventuellement d'avoir, bon là c'est pas possible de le faire, mais d'avoir une vidéo où on entend parler vraiment des parents, pour pouvoir vraiment se mettre à la place de la personne et pouvoir l'écouter et pouvoir prendre une décision. Relater un peu aussi compliqué, pour moi c'est impossible de donner un jugement. Vous avez raison d'un certain côté, mais ça c'est l'empathie que peut avoir l'interlocuteur ou le médecin, mais il peut se laisser piéger par ou séduire par l'aspect. Non, mais donc pas que les parents, il faut aussi les avis psychiatriques. Je veux dire, pour réussir à répondre à votre question, il aurait fallu d'avoir... gérer ça comme un procureur de roi, comme un juge qui regarde ça d'un air calcaire. C'est pas très sympa, mais c'est la seule manière de pouvoir garder son sang-froid. C'est de dire, ok, maintenant, qu'est-ce qui est bon, quel que soit... Il m'est arrivé à plusieurs reprises de dire à des parents, non, vous êtes fermement décidé, mais moi je pense que ce n'est pas votre intérêt, ce n'est pas l'intérêt de votre enfant, et je ne le ferai pas. Et d'être très catégorique. Ici, j'étais très ambivalent. Et donc, les deux professeurs de psychiatrie, on les a vus indépendamment, et donc, c'est pas comique pour eux d'avoir vu toutes ces conciliations et d'avoir raconté tout ça. Et puis, j'ai tenu à voir le professeur de psychiatrie de Liège, de Louvain et de Bruxelles, tous les trois, avec les parents, et on a décidé tous ensemble, et le consensus global était que finalement, on a fait cette insémination, et ça a donné lieu, et l'enfant est né. Ne me demandez pas si on n'a jamais dit à cet enfant qu'il était à la fois le frère et le fils du mari, mais ça, je ne sais pas comment ils vont résoudre ça, mais c'était un problème qui était bien discuté, et qui n'était pas une décision à la portée. Je crois que la vie est... Voilà. Alors, vous avez d'autres questions, j'espère, maintenant. Faut-il le dire à l'enfant? Faut-il informer l'enfant de ses origines? C'est un droit de l'enfant, c'est partie des droits de l'enfant de connaître ses origines. C'est même la loi en France. Oui, par exemple. Moi, je crois que c'est important pour un enfant de connaître ses racines. Et je crois qu'il est important aussi de le préparer suffisamment jeune, et tout dépend du contexte dans lequel on va le faire, et tout dépend de la manière dont ça va être réalisé, et de ne pas rater, si vous voulez, la réalité. Autrefois, les médecins pouvaient, et heureusement on a supprimé cette disposition-là, mais les médecins pouvaient décider eux-mêmes, quand il y avait une adoption ou un abandon d'un enfant, de donner l'enfant à un couple de son choix. Il m'est arrivé dans ma carrière d'avoir des jeunes femmes qui abandonnaient un enfant à la naissance et de donner cet enfant par l'intermédiaire d'une procédure qui se fait d'ailleurs avec un juge de paix et un notaire, de donner cet enfant directement à un couple adoptant. Et je me souviens très bien de cette mère qui avait abandonné cet enfant. C'était une très jeune adolescente. Elle était en plus toxicomane et elle n'avait pas les possibilités vraiment du tout de garder cet enfant, une jeune toxicomane de 14 ans. Et elle a refait sa vie. Elle s'est mariée, elle avait un enfant, elle n'avait rien dit à son nouveau mari, à son couple. Et puis brutalement a débarqué chez elle l'enfant, son enfant naturel, qui avait souhaité connaître. On venait de lui révéler, ses parents adoptifs venaient de lui révéler qu'il était un enfant adopté. Ça a créé une grande crise chez lui. Il a voulu connaître sa mère biologique et ils ont débarqué chez la mère biologique. Il était au courant de rien du tout. C'était une catastrophe, évidemment. Donc, le tout, c'est d'assurer un accompagnement et de ne pas jouer à l'apprenti sorcier dans ce genre de domaine. C'est la raison pour laquelle, dans tout ce qui n'était pas un couple hétérosexuel simplement banal avec une condition tout à fait banale et médicale, j'ai toujours souhaité avoir dans mon service des psychiatres, des pédopsychiatres et des psychologues. Parce que la réflexion humaine est très complexe et ne se limite pas simplement à des décisions techniques, médicales ou humaines. Alors, oui, madame. Je voulais juste faire un petit commentaire, c'est que personne ne s'offusque qu'en Belgique, on peut tout à fait avoir la sœur d'une patiente qui porte l'enfant avec le sperme du mari parce qu'il y a un problème de grossesse, de danger de grossesse, ou qu'elle ne veut plus simplement être enceinte. Vous l'avez cité
c'est pas pour ça que l'enfant va appeler sa tante maman, parce que la situation est claire. On est entre adultes, ici très éduqués, informés, et qui vont décider effectivement si ça reste un secret de famille ou si l'enfant va être informé. Ça, évidemment, ils décideront entre eux après. Mais moi, c'est pas une situation qui me choque. C'est vrai qu'à partir du moment où on est entre adultes, on fait de tort à personne, à un moment on lui évite d'avoir un risque de contamination, on est un bébé qui va être un enfant roi dans une famille qui envie d'un enfant, il n'y a pas quelque chose qui me choque à partir du moment où on l'accepte pour une mère porteuse qui serait la sœur. La différence, c'est peut-être que dans le cas de la mère porteuse, disons qu'elle prête son ventre, et a priori, ce n'est pas ses ovules qui sont utilisés, tandis que dans le cas dont on a parlé tout à l'heure, c'est l'utilisation du matériel génétique. Oui, mais d'habitude, ce n'est pas le cas. Oui, mais elle peut prêter ses ovules. Voilà, elle pourrait, mais souvent en Belgique. Non, elle peut être la mère biologique. Oui. Ça pourrait, mais souvent. C'est vraiment la situation. Oui. Alors ça, c'est différent. Mais si elle ne fait que prêter son ventre, ça pose un problème différent, parce qu'il n'y a pas de transmission de la moitié du génome. C'est surtout qu'on est entre adultes, les victimes bien informées, ils vont décider à trois si ça va rester un secret pour eux trois, parce que c'est vrai qu'on a parlé de l'autre quand même, mais c'est vrai que c'est mais ça peut faire un beau secret de famille quand même. Oui, ça peut faire un... et donc les secrets de famille sont souvent destructeurs. Les secrets de famille sont souvent destructeurs. Ça peut c'est ça, c'est un secret de famille, mais quand c'est une sœur qui est la mère porteuse, c'est bien connu que... Ah oui, bien sûr. Ça peut ne pas. Ça peut ne pas, bien sûr. C'est une décision, évidemment, à prendre. Et un enfant qui est bien informé, c'est mieux, effectivement, qu'un enfant qui découvre à 18 ans le jeu de rose et qui explose. Alors, c'est mieux que l'enfant soit informé. Oui, c'est plus un commentaire et presque un complément. Nous avons eu ici, il y a quelques mois, de l'autre côté, à l'Académie tout court, toute une séance avec Mme Scams, qui est la doyenne de la faculté de droit de Bruxelles, qui nous a fait point des questions juridiques et légales à propos de la procréation pour autrui. Nous sommes sortis avec la même conclusion, un abîme de perplexité. Des dizaines de propositions de loi dans tous les sens, des législations différentes dans un pays par rapport à un autre, des cas concrets qu'elle a cités de paternité organisée aux États-Unis, non reconnue autour des parents-enfants. C'était horrible en termes juridiques. Donc je n'en tire pas un argument, je veux simplement dire, au-delà de tout ce qui est plutôt émotionnel que nous avons ici, il y a derrière ou devant des normes juridiques qui sont à établir. Et à mon avis, on est loin d'être capable de le faire. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai participé, je suis membre de l'Académie nationale de médecine de France aussi. Et j'ai participé à ces réunions de loi sur la bioéthique française dès 1990. Et je pense que les Français sont des jacobins qui décident en toute matière de légiférer, de serrer la vis et de bloquer toute initiative. Et c'est certainement mauvais, je crois que c'est mauvais, parce que ça ne permet pas de s'adapter à la plasticité de toutes les situations médicales. Et je pense que l'intérêt de l'approche de la législation belge, c'est d'avoir des contacts réguliers et de se faire familiariser, tout en permettant de l'expérience, une expérimentation quand même relativement contrôlée, et de regarder la France, maintenant elle en vient à dire, mais finalement on va assimiler les couples homosexuels et les couples homoparentales ou uniparentales, on va supprimer l'anonymat dans les dons de gamètes, qui sont des mesures totalement à l'inverse. Alors, dans tout autre domaine, je suis en train, et les académiciens ici le savent, de terminer la rédaction d'un code de bonne conduite en matière d'intégrité scientifique. Il y a des gens qui trichent, il y a des tricheurs, il y a des gens qui inventent leurs résultats scientifiques, qu'ils soient médicaux ou autres. Il y a des artistes qui font du plagiat, qui sans citer leurs sources, reprennent les textes d'autres auteurs et se les approprient. Il y a des gens qui trichent de manière d'ailleurs un peu stupide dans des articles scientifiques, et on en voit dans toutes les communautés scientifiques et dans tous les pays où ça se trouve. Alors, la plupart des pays ont déjà élaboré des codes de bonne conduite pour assurer la promotion de l'intégrité scientifique et des structures, des organes qui permettent de réprimer également, d'avoir un code pour réprimer les fraudes et les fraudeurs. Alors, j'étais en contact récemment, au mois de mars, avec
le gouvernement français et la manière dont ils veulent structurer aussi la répression. Eh bien, c'est tout de suite, j'étais très étonné, je suis allé tout de suite invité à rencontrer les personnes qui s'occupent d'intégrité scientifique en France. Il n'y avait presque pas de scientifiques. Il y avait le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences et moi. Et tout le reste, c'était des juristes et des professeurs d'université en droit. Et le débat, c'était, ah oui, et si on fait ça, est-ce que c'est 6 mois de prison? Est-ce que c'est la suppression des crédits? Est-ce que c'est la mise à la porte? Et bon, attendez, moi je crois qu'il faut, entre scientifiques, apprendre d'abord à établir la réalité des faits, la gravité des faits, et puis demander aux universités, il faut que les académies qui sont au-dessus de la mêlée et qui sont plurivalentes puissent de manière sereine évaluer la gravité des situations et puis renvoyer aux universités. Ce n'est pas aux académies de sanctionner. Je pense que les scientifiques doivent garder entre eux la possibilité, avec le Fonds national de la recherche scientifique, qui est finalement l'employeur, doivent garder entre eux la possibilité de sanctionner en interne, mais qu'il ne faut pas judicialiser à propos de tout. Et moi, je leur ai dit que c'était, encore une fois, jouer à l'apprenti sorcier. Mais c'est une vision très, très différente de la société. Donc, mais je suis d'accord avec vous que ce sont des points importants, ce sont les problèmes de gestation pour autrui, ce ne sont pas le moindre des complications. Tout à fait. Voilà, il faut encore des questions. Oui. Qu'est-ce que vous appelez autonomie reproductive? Eh bien, c'est la capacité de décider si on veut ou pas se reproduire, dans quelles conditions, et voilà, tout simplement. Autonomie, quel est le pourcentage de couples à qui on annonce une trisomie et qui ne prennent pas de mesures? Oui, ça, il faudra demander à spécialiste. Moi, je dirais que c'est de l'ordre de... Oui, voilà. 95% J'aurais dit ça aussi. J'aurais dit ça aussi. Mais alors, ça me pose problème parce que vous dites l'autonomie reproductive, c'est ça l'objectif. Et puis, il ne faut pas donner une connotation négative aux porteurs de handicap. Mais d'un autre côté, on entend, je ne le savais pas, que l'autonomie reproductive, ça se limite à décider je le garde ou je ne le garde pas. Ah, seulement, je suis prof au Liban, à Beyrouth, et vous connaissez peut-être la situation aussi de ce pays-là, c'est un pays très religieux, et donc le TPNI est très développé aussi, mais il ne débouche jamais sur l'interruption de grossesse. Alors, à quoi ça sert? Eh bien, le TPNI, dans ce cas-là, sert simplement à préparer les couples à l'arrivée d'un bébé malade. Et donc, ça aussi, c'est de l'autonomie reproductive, c'est-à-dire on est informé qu'un bébé malade arrive. Bon, quand je dis jamais, il y a sûrement quelques cas d'avortement clandestin, mais l'interruption de grossesse est très sévèrement punie. Mais là, vous montrez une différence culturelle entre le Liban et la Belgique, par exemple. C'est une différence culturelle. Oui, parce que les couples belges qui ont recours à ce test, c'est clairement pas pour se préparer. Oui, mais si, ça peut être aussi ça, et il est peut-être intéressant de défendre cette possibilité-là aussi. Voilà, mais je crois que dans l'immense majorité des demandes en Belgique, c'est pour exclure une grossesse trisomie. Moi, j'ai eu plusieurs fois où ça n'existait pas de plan de diriger la maternité, c'était en préparation, mais ça n'existait pas encore. Mais les parents qui voulaient de toute façon garder l'enfant disaient à quoi est-ce que ça sert. J'ai reçu un jour une sérieuse leçon, une claque d'une patiente, parce que c'était une jeune femme qui avait une neurofibromatose de von Weckenhausen. C'est une maladie bénigne, mais tumorale, où les câbles qui entourent, l'enveloppe qui entoure les câbles nerveux, donc qui entoure les axones, qu'on appelle les cellules de Schwann, qui font cette espèce d'isolant de myéline, et bien ces cellules qui font la myéline prolifèrent et deviennent des tumeurs. Et ça peut donner des tumeurs partout. Et chez elle, ça donnait des tumeurs cérébrales, et donc elle était aveugle, elle était handicapée, elle avait d'énormes problèmes de marche, et elle avait des problèmes de surdité. On avait séquencé le gène, on savait exactement quelle était la mutation, et elle voulait être enceinte. Et elle avait comme partenaire quelqu'un qu'elle n'a jamais vu, puisqu'elle était aveugle, mais je n'en aurais pas voulu pour tout le monde. Mais enfin, il lui donnait de la tendresse, et elle voulait un enfant de lui. Et il avait le double de son âge.
Et donc, il décide de faire un enfant, et dans la discussion, je lui dis, mais vous savez, on a codifié votre gène, on connaît la mutation, si vous voulez, on peut faire le dépistage, vous avez une chance sur 2 que votre enfant soit atteint, on peut faire le dépistage, et comme ça, on saura. Et elle m'a répondu, enfin, moi, je suis heureuse de vivre, je vis bien, je suis normale, je suis très bien, pourquoi voudriez-vous vous voulez dire quoi? C'est que si on dépiste, c'est que je suis porteuse d'un enfant qui a la même anomalie que moi, vous allez le supprimer. Donc vous m'auriez supprimé. Qu'est-ce que vous répondez à ça? La liberté individuelle. C'est ce que j'ai répondu, madame. Mon devoir, c'est de vous informer. Vous faites vos choix. Comme vous l'avez dit très bien, le devoir du médecin, c'est d'informer, mais avec des langues. La liberté individuelle, c'est l'autonomie, c'est permettre une décision plus autonome. Et il me semble que un test comme celui-là, il contribue, c'est ça que je voulais dire. Encore un peu? Oui. Non, vous avez presque terminé sur la transplantation d'utérus. Je reviens à la conférence dont je parlais, une des conclusions ou des éventualités, c'était l'étape suivante, l'utérus artificiel. Est-ce que c'est une utopie? C'est en tout cas très très compliqué. Je crois que rien n'est impossible et rien de ce que l'on pense aujourd'hui comme impossible. Comme disait Aldous Huxley, je pense que tout ça viendra dans 600 ans. Et il disait ça en 1946 et il disait ça en 31 et en 1946 il disait déjà, je pense que dans 100 ans on y est à peu près. Parce que je ne vous ai pas parlé de tout ça, mais à Gand, vous savez probablement qu'à Gand, il y a un laboratoire accrédité par le cercle olympique qui est destiné à vérifier un laboratoire de toxicologie qui vérifie les abus en matière d'athlétisme et qui donc permet, c'est un des rares laboratoires européens qui fait le dosage de toutes les toxines que les athlètes prennent comme dopants. Eh bien, que fait aujourd'hui ce laboratoire? Ils se sont équipés en biologie moléculaire pour pouvoir tester l'introduction de gènes artificiels, parce qu'on ne se drogue plus et on ne se dope plus aujourd'hui avec des produits chimiques, mais avec des gènes. Les gens intelligents utilisent des gènes pour modifier leur érythropoïétine ou pour modifier la myotrophine. Donc ce sont les molécules des gènes, si vous voulez. Vous avez un gène qui provoque la croissance du muscle et la myotrophine, et vous avez un gène qui arrête la croissance du muscle. Quand vous avez fait suffisamment d'exercice, ou que vous pédalez pendant des heures, vos muscles s'hypertrophient. À un moment donné, l'organisme dit ça suffit. Il envoie un message myostatine, ça arrête la croissance du muscle. Eh bien, si vous enlevez avec des ciseaux, tac, tac, vous enlevez le gène de la myostatine, vous le neutralisez, vous n'avez plus faire d'exercice, vos muscles vont se développer, vous avez une force musculaire extraordinaire sans devoir vous contraindre à un exercice technique. Eh bien, on a connu des jeunes, des sportifs, et on connaît maintenant des sportifs qui se sont inoculés des gènes qui permettent d'augmenter considérablement les performances physiques. Alors, tout ça paraît être un monde fantasmagorique, mais c'est la réalité et c'est la perversion. L'homme, par la science, acquiert de plus en plus de compétences et la maîtrise technologique doit s'accompagner d'une conscience et d'une réflexion, parce que sinon, toujours des pervers, je vous en ai montré quelques exemples, qui exploitent les connaissances pour... La connaissance de l'atome permet de guérir énormément grâce à la radiothérapie, mais aussi à créer la bombe atomique. Et ce qu'on voit maintenant dans les systèmes de thérapie extrêmement ciblés sur le plan comment on appelle ça, pas le cyclotron, la protonthérapie, exactement, ça permet d'avoir des thérapies ciblées plus efficaces et meilleures. C'est un acquis extraordinaire de la maîtrise de l'atome, mais vous pouvez faire aussi des bombes atomiques, vous pouvez faire de la fission nucléaire. Donc voilà. Nous sommes maîtres de notre destin, c'est à nous d'être des êtres non seulement performants et compétents, mais des êtres responsables qui ont une réflexion éthique. Et la réaction de ce soir, c'était très bien, parce qu'on a discuté non pas de la performance technologique, mais vraiment du débat éthique, et je vous remercie d'avoir initié. Merci.
4, donc pour leur donner rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine et les 2 semaines qui suivent d'ailleurs. Retenez le 8, le 15 et le 22 octobre pour les cités qui seront aussi passionnants.